Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Bonjour, vous êtes sur Maïcha Télévision. Vous avez pris le rendez-vous pour être à notre compagnie. Eh bien, vous avez fait le bon choix. Chers téléspectateurs, nous avons deux gros dossiers au menu ce jour. Il s'agit de l'exploitation sexuelle des enfants et du diabète. Et bien évidemment, le reste des sujets vous seront déclinés au fur et à mesure. À présent, à nous la télé. Allô la télé. L'exploitation sexuelle des petites filles ou des enfants est devenue pour certains un fonds de commerce. Qu'ils soient développés ou pauvres, tous les pays sont affectés par ce phénomène. Qu'est-ce qui motive ces personnes et quel est l'impact sur les enfants? Vous aurez toutes ces réponses avec notre psychologue, Monsieur Mohamedou Talata Maïga. Bonjour, Monsieur Maïga. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Bonjour Jeannette. Bonjour Maës. Alors la pêche? Oui, ça va. On t'écoute? Oui. Bonjour professeur. Bonjour chers téléspectateurs. Alors quand on parle d'abus sexuels, de violences sexuelles ou d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, il s'agit de pratiques criminelles et de souffrances intolérables à ce temps. Et quand ils sont infligés à un enfant, c'est en soi un crime. L'exploitation sexuelle est une atteinte directe à la dignité et aux droits fondamentaux de l'enfant, comme le droit à la protection, par exemple. Chaque seconde, un enfant est violé, torturé ou abusé dans le monde, notamment en Asie, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Et surtout, là, le pays asiatique, par exemple l'Inde, est plus touché par ce phénomène. Voilà, c'est ça. Donc malheureusement, le phénomène existe. Alors pour cela, Monsieur Mohamedou Talata Maïga, comment expliquez-vous ce phénomène? En fait, vous avez parlé d'exploitation sexuelle. La question, c'est de qui exploite en fait ces enfants-là. C'est d'abord des adultes peu scrupuleux qui effectivement profitent de ces enfants-là en les considérant comme des objets en fait commerciaux ou simplement comme des objets sexuels essentiellement. C'est vrai, la réponse à cette question, tout le monde la cherche dans la pauvreté. Mais c'est une pratique qui existe autant dans les pays pauvres comme dans les pays riches, comme vous l'avez dit tantôt. Aux États-Unis, ailleurs, oui. Il faut essentiellement aller chercher d'autres facteurs sociologiques, entre autres. Les enfants qui sont dans la rue, qui passent beaucoup plus de temps dans la rue, qui travaillent dans la rue, forcément sont beaucoup plus exposés à ceux-là qui vont à l'école ou en fait qui restent à la maison essentiellement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tomber facilement entre les griffes, vraiment ces adultes-là qui vont les entraîner dans la prostitution et dans bien d'autres aspects qui nous renvoient effectivement à cette exploitation, comme la pornographie, comme en fait d'autres activités liées effectivement à cette exploitation sexuelle-là. Au-delà de ça, il y a aussi les pratiques, si vous voulez, traditionnelles qui encouragent en tout cas cela, à travers les mariages précoces et autres. Il y a le tourisme sexuel qui aujourd'hui de plus en plus est en train de s'installer. Vous avez parlé de l'Asie tantôt, vous savez véritablement que c'est vraiment un paradis pour tous ces vieux, tous ces vieilles-là qui effectivement sont en mal, vraiment le truc sexuel essentiellement, qui vont chercher effectivement ce plaisir-là à ce niveau-là. Mais il y a en fait d'autres pratiques. Je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une société dite de consommation, où véritablement le paraître, tout le monde veut paraître. Forcément, on n'a pas tous les moyens et le chemin le plus facile, le plus court, c'est effectivement cette, comment dirais-je, cette exploitation sexuelle, en fait, le gain facile essentiellement. Donc à ce niveau, les causes sont vraiment multiples. Donc les explications multiples aussi. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en général, c'est posé par des membres de la famille, ou bien l'enseignant même peut le faire sur un enfant, ou encore même un membre de la communauté. C'est ce qui est vraiment malheureux. Oui, malheureusement. Mais Monsieur Maïga, qu'est-ce qui pousse ces personnes à poser de tels actes? Sont-elles malades? Bon, pas forcément. Pas forcément. C'est simplement une question de moralité. Vous savez, aujourd'hui, il y a une certaine catégorie d'individus qui, en fait, sont abonnés, si vous voulez, vraiment à ce que nous appelons le gain facile. Donc,
exploiter un enfant, c'est encore plus facile que d'exploiter un adulte qui va en fait revendiquer, qui va réclamer. L'enfant, il ne pose pas trop de questions, il est facilement en fait malléable. Donc à ce niveau, c'est pas de se défendre. Donc c'est là en fait le problème. Donc les proxénètes, il y en a. C'est vraiment des professionnels, des entremetteurs qui sont dans ce qu'on appelle vraiment dans le milieu du sexe essentiellement. Mais souvent, ça se passe au sein de la famille même. Les parents qui le font ne le font pas à dessein, ne le font pas pour jeter en fait leur enfant dans les bras du premier venu. Mais lorsque un enfant de 16 ans, de 17 ans, entend chaque fois la maman râler, la maman lui dire que pendant que ses congénères, pendant que ses pères en réalité amènent tout à la maison, elle est toujours là réduite à demander un morceau de savon aux autres, c'est une façon indienne de lui dire mais il faut aller faire comme les autres. Tu sors, au retour il faut venir avec quelque chose. Et venir avec quelque chose, quand on ne sort pas avec l'argent, forcément il faudrait en fait faire quelque chose pour pouvoir rentrer à la maison avec vraiment quelque chose. Mais surtout comme je quand le on ne dis. travaille pas. Absolument. d'argent. Souvent les parents le font, mais bon, ce n'est pas vraiment à dessein, même s'il y a effectivement cette tendance à lancer son enfant vraiment dans les bras du premier venu. Ouais, ce n'est pas quelque chose. Mais ce n'est vraiment pas de la maladie, mais c'est des problèmes. Souvent on explique ça par la pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas forcément en fait la raison fondamentale. Il y a des enfants qui sont pauvres, des familles qui sont pauvres, mais qui n'accepteraient jamais que leur enfant, en fait, ça donne une telle activité. Okay. Malheureusement, ça existe, mais il y a des mères de famille, comme vous l'avez dit, qui poussent vraiment leurs enfants à bout. Parce que quand vous mettez chaque jour à insulter votre enfant et aller chercher dehors, ça amène autre chose. Ou à les comparer aux autres enfants qui sont dehors. Tu n'as pas vu l'enfant d'autrui, comment il qui amène, qui nourrit sa famille. Voilà, c'est ça. Moi, je suis là, je n'ai rien, tu sais que je n'ai rien, et puis vous êtes là, vous êtes à mes charges. Oui. Et là, ça pousse l'enfant à aller faire, s'il ne réfléchit pas beaucoup, à aller faire du mal dehors. Mais à quoi sont exposés ces enfants? Voilà. Vous savez, les conséquences de cette pratique sont quand même nombreuses, c'est-à-dire sur plusieurs plans. Parlons d'abord vraiment au plan sanitaire, sa santé. Ça fragilise sa santé, pourquoi? Parce que ça l'expose à des maladies, dites maladies en fait sexuellement transmissibles. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus le sida. Pourquoi? Parce que le secteur en fait de la prostitution, aujourd'hui des études ont prouvé que c'est le secteur le plus exposé, véritablement. Donc c'est vraiment un groupe à risque énorme. Donc les enfants qui n'ont aucun moyen de protection, aucun moyen véritablement de résister vraiment aux attentes, aux assauts, si vous voulez, vraiment de certains pervers, forcément sont encore plus exposés. Une autre conséquence à laquelle ils sont exposés, c'est les grossesses indésirées, mais surtout les grossesses précoces. Une jeune adulte de 25 ans, 29 ans pourrait supporter facilement vraiment une grossesse qu'une adolescente de 16 ans, 17 ans ne peut pas supporter. Donc cela vraiment l'expose à ça. Mais les conséquences les plus pernicieuses, d'ailleurs les plus dangereuses, dont on parle très peu, c'est vraiment les conséquences psychologiques, qui sont énormes. Pourquoi? Parce qu'une grossesse, ça dure effectivement 9 mois. L'enfant viendra au monde, c'est les parents, c'est quelqu'un d'autre qui pourrait, ou il peut même être abandonné parce que n'a pas désiré ça. Mais les séquelles, les conséquences psychologiques, les enfants les traînent pendant longtemps. Aujourd'hui, on rencontre effectivement de jeunes adultes qui sont frigides ou qui développent, si vous voulez vraiment, certains symptômes qu'on appelle essentiellement les grossesses, si vous voulez, l'infertilité, l'impossibilité à arrêter, c'est psychologique. Physiologiquement, ils n'ont pas de problème en réalité, mais elles se croient tellement infertiles que finalement, il y a un blocage hormonal et autres là. Mais il y a d'autres conséquences dont on parle très peu. C'est des gens qui n'ont plus d'estime pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sentent pratiquement de rien et leur corps ne veut rien dire pour eux. C'est comme si ce corps-là ne leur appartenait pas. Donc forcément, ils n'ont pas d'estime pour eux et ils développent en réalité des complexes énormes. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Surtout pour un enfant. Un enfant, c'est très grave. Ça. C'est vraiment très grave. Mais M. Maïga, est-ce qu'il existe une prise en charge pour les enfants qui ont déjà été victimes d'exploitation sexuelle? Bien sûr, bien sûr. On doit pouvoir les prendre en charge.
D'abord, sur le plan médical, je suppose qu'un médecin pourrait vous dire essentiellement quel type de prise en charge il pourrait le faire à travers les dépistages et autres là. Une prise en charge psychologique aussi, elle est importante parce que ça peut permettre à cet enfant-là de recouvrer, si vous voulez, vraiment sa santé mentale. Ça peut permettre à cet enfant-là, essentiellement, de ne pas tomber, si vous voulez, vraiment dans le travail, mais de le récupérer. C'est vrai, quand on parle d'exploitation sexuelle, on pense beaucoup plus aux filles. Et les garçons aussi, en fait, sont victimes. Oui. Sont victimes. Donc, forcément, une prise en charge psychologique à temps peut permettre vraiment à ces enfants-là d'être récupérés, de sortir vraiment de ce cadre-là. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un milieu délictogène, comme on le dit, criminogène, comme on le dit. Ils tombent là-dedans dans la prostitution, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est en fait la criminalité, en fait c'est tous les vices, comme on le dit. Et c'est très difficile quand ces enfants-là grandissent dans ce milieu-là, ils n'ont pas, en fait, ils perdent le contact avec les normes, ils perdent le contact avec vraiment la réalité, c'est un problème. Et c'est dangereux même pour ces enfants, pour l'avenir de ces enfants qui se voient obligés parfois d'abandonner les études. Parce que soit il y a une grossesse précoce, non désirée, et parfois, comme vous l'avez dit, certaines filles sont chassées à cause de ces grossesses et donc ça perturbe vraiment l'enfant. Ça perturbe. Mais puisqu'un tel traumatisme peut perturber le cycle de ces enfants-là, que peut-on faire concrètement? Écoutez, que peut-on faire à ce jeu-là? En fait, tous les segments de la société ont leur partition à jouer. Essentiellement. On commence d'abord par les gouvernements qui ont ratifié d'abord ce qu'on appelle tantôt la Convention, si vous voulez, vraiment des Nations Unies sur la protection, sur les droits de l'enfant. Tous les pays qui l'ont ratifié, forcément, ont le devoir vraiment de protéger en fait les enfants. Il y a que chacun à son niveau. La presse, les éditeurs de presse, ils ont en fait ce devoir-là de protéger cet enfant-là. Je crois qu'à ce niveau, il y a des dispositions, si vous voulez, vraiment éthiques et déontologiques qui prennent en charge effectivement la protection de l'enfant. Lorsque nous savons que véritablement le sensationnel nous intéresse parce que ça peut en fait faire monter, si vous voulez, l'audimat, ça peut en fait faire monter en fait essentiellement la vente, si vous voulez, vraiment des journaux. Il n'y a que le policier du quartier que lui peut aussi, en fait, au niveau du quartier, vraiment dans un esprit citoyen, mettre en place, si vous voulez, vraiment un petit comité de vigilance. L'éducateur, l'enseignant, au-delà de l'école, il peut vraiment, dans le quartier, jouer ce rôle-là. Les jeunes, tout le monde, je veux dire, chacun a vraiment sa partition à jouer pour que l'on puisse effectivement récupérer, pour qu'on puisse, en fait, préserver ses enfants, parce que c'est un droit, quand même. C'est un droit pour eux. C'est vraiment un droit. Mais par exemple, surtout, il faut dénoncer ces exploitants. Voilà, c'est ça. Comme... Dénoncer, c'est vrai, il faut dénoncer. Tant qu'effectivement on est en face de tels actes criminels, parce que pour moi c'est vraiment des actes criminels, il faut les dénoncer. Et moi je pense que de rien ne sert de les dénoncer parce que il y aura toujours des gens qui vont le faire c'est-à-dire vraiment dans le plus grand secret, si vous voulez, vraiment de la nuit, essentiellement. Ils vont le faire en cachette, ils vont le faire en catimini, ils ne le feront plus vraiment à plein jour essentiellement. Moi je pense qu'à ce niveau, il appartient à chacun de s'engager, aux parents d'assumer la responsabilité, de veiller vraiment à une très bonne éducation des enfants, c'est-à-dire vraiment leur inculquer les règles, vraiment en société, les normes en réalité qu'ils doivent respecter dans cette société-là. C'est très important. Il faut engager la communication. C'est important en fait. C'est important. Parents et les enfants. C'est aussi un élément qui est très important. Tout le monde court, et surtout dans la grande ville. Vous savez, le problème que nous avons, c'est que tout le monde court après ce qu'on appelle vraiment la popote. Il faut faire bouillir la popote. Et en voulant faire bouillir la popote, en cherchant justement à remplir, disons, à donner à manger aux enfants, on oublie qu'ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin de notre compagnie, ils ont besoin de notre accompagnement par rapport à certaines questions qu'ils se posent. Il ne s'agit pas juste de lui acheter un pantalon parce qu'il en a besoin, une bicyclette parce que vraiment il a demandé, de lui donner à manger, en fait de lui garantir les 3 repas quotidiens parce qu'il en veut. Mais il a besoin d'autre chose, c'est l'accompagnement des parents. Lui expliquer certaines choses, c'est important. L'aider à comprendre, c'est encore plus important. Mais moi je pense aussi qu'il faut sanctionner les auteurs de ces faits-là. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de sensibiliser la population, de bien éduquer son enfant, mais ces personnes qui font ces actes-là, on doit vraiment les sanctionner.
Tant qu'elle Oui, parce que si on les laisse comme ça, mais ça continuera. Oui. Moi, je crois qu'il y a des dispositions en Voilà, fait législatives et réglementaires par rapport à ça. En fait, il y a des dispositions aujourd'hui dans le code qui en fait visent effectivement un certain nombre de trucs, notamment le détournement de mineurs, les cas de viol, les cas d'abus sexuels et bien d'autres. C'est vrai, on parle d'un secteur, ce qu'on appelle vraiment le métier du sexe, qui sont, si vous voulez, vraiment des métiers difficiles à cerner. Pourquoi? Parce que les autorités en fait ferment les yeux sur certains aspects. On essaie essentiellement de sensibiliser par rapport à tout ça, mais je pense qu'il faut véritablement, en tout cas, sanctionner avec la dernière rigueur, si vous voulez, vraiment tous ceux qui effectivement ne respecteraient pas, tous ceux qui contreviendraient, si vous voulez, vraiment à ces dispositions-là. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand même, c'est ce qu'on a de plus cher. Au monde. C'est vrai. Et ça, c'est important. Oui. C'est dommage. Et c'est un sujet passionnant aujourd'hui. Oui. On a eu toutes les réponses qu'on attendait. Merci vraiment, Monsieur Maïga. C'est gentil de votre part. Merci beaucoup. Ok, merci. Allons la télé. En cuisine, aujourd'hui, nous vous proposons des recettes simples et surtout faciles à faire. Au menu, biocosseux à la banane plantain, un plat de chez nous fait à base de poisson et du plantain. Et au dessert, bien sûr, ananas à la pâte caramélisée. Bonjour à tous. OK Chef a pour thème aujourd'hui découverte et originalité. Découvrons donc ensemble une formule revisitée du bioquesseux à la banane plantain et en dessert de l'ananas à la poêle caramélisée et son pain perdu au sirop de bissap. Waouh! Ne vous en faites pas, on ira étape par étape. Commençons donc par le bioquesseux. Nappez le fond de la casserole de feuilles d'attiqué. Disposez les darnes de poisson sur les feuilles et allumez le feu après cette opération pour ne pas que nos feuilles brûlent. Ajoutez les ingrédients un par un en commençant par la tomate concassée, les oignons, ensuite les ciboulettes, sans oublier le piment qui est l'élément principal de l'appellation bioquesseux. Ajoutez également un peu de poivre, 2 filets d'huile avec un verre d'eau. Couvrez la casserole et laissez bouillir 5 minutes. Rajoutez un verre d'eau et du sel et laissez bouillir jusqu'à réduction complète de la sauce environ 20 minutes. En attendant la cuisson du bioquesseux, nous passons à la cuisson de nos bananes plantains que nous mettons dans de l'eau préalablement chauffée et faisons cuire pendant 15 minutes. Nous vérifions la cuisson de nos préparations. Ça sent très bon. C'est parfait. Les bananes ont une très belle couleur. Miam miam. Voilà, c'est prêt. Nous passons au dressage. Nous retirons nos belles tranches de bananes de l'eau avant de les dresser dans notre assiette. Posez ensuite délicatement les darnes de poisson sur le plat. Versez par-dessus la sauce et un filet d'huile d'olive. Je vous assure que ça sent très bon. Et voilà terminé notre bioquesseux à la banane plantain. Pour cette recette, il nous faut 3 bananes plantain et quelques feuilles d'attiqué, un poisson moyen découpé, de l'huile, 2 tomates concassées, du sel, un oignon pilé, une botte de ciboulette découpée, du piment frais, du poivre et 2 verres d'eau. Passons à présent à notre fameux dessert, l'ananas à la poêle caramélisée et son pain perdu au sirop de bissap. Versez d'abord de l'huile dans la poêle. Laissez chauffer et ajoutez les rondelles d'ananas. Faites revenir l'ananas avec coloration pendant 5 minutes. Saupoudrez notre préparation de sucre et caramélisez le tout. Nous voyons déjà une très belle coloration. Nous ferons notre dressage progressivement. Commencez par poser les tranches d'ananas sur le plat de service et réserver. Il faut ensuite faire le pain perdu. Versez de l'huile dans une autre poêle, trempez le pain dans l'appareil à pain perdu
et le faire revenir avec coloration pendant 3 minutes. Nous continuons le dressage en posant sur les tranches d'ananas le pain perdu. Formez les boules de glace et les poser de part et d'autre des tranches d'ananas. Versez par-dessus notre sirop de bissap et c'est prêt. Pour réaliser l'ananas à la poêle caramélisée et son pain perdu au sirop de bissap, il nous faut un ananas, un pain au lait, un appareil à pain perdu composé d'un œuf, de 50 ml de lait, d'une noix de muscade, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre, de l'huile d'olive, un bol de glace à la vanille, un sirop de bissap composé d'un verre de jus de bissap, plus 4 cuillères à soupe de sucre. C'est magnifique, la cuisine c'est de l'art et je sais que vous pouvez relever ce défi. Alors c'est maintenant à vous de jouer. Ok chef, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, mangez toujours équilibré. Allons la télé. À présent, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un autre sujet qui est le diabète. Pour en savoir plus, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Youssouf Fofana, spécialiste en médecine interne. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir effectué le déplacement. Je vous en prie. Vous l'avez compris, ça sera bien sûr par la voix de Jalette. Avant de parler de ce sujet, nous allons parler de 3 aspects. Donc, il est dit que 347 millions de personnes sont diabétiques dans le monde. Et puis, les diabétiques, plus de 80% de décès de diabète se produisent en Afrique et dans les pays de faible revenu, comme on dit. Donc, c'est des chiffres que l'OMS a donnés. Il prévoit aussi que le diabète sera la 7e cause du décès dans le monde. Alors, monsieur Youssouf Fofana, ces différents éléments révèlent-ils la gravité de la prévalence de cette affection? Gravité, oui, mais ce qui est surtout à noter, c'est que c'est une prévalence qui est croissante, elle est même galopante. Parce que ces chiffres que vous avancez étaient minimes il y a juste quelques années. En 1985, on avait 30 millions de diabétiques dans le monde, en 1985. Et en 2000, il y avait 171 millions de diabétiques. L'OMS prévoit dans les années à venir, d'ici 2037, 366 millions de diabétiques, et parmi lesquels 18,7 en Afrique ici. Et selon ce que, toujours dans la même foulée, vous voyez que 80% de ces sujets-là sont, 80% de ces décès, des décès sont liés, des décès de diabète sévissent dans la zone dans la zone du sud du Sahara. Oui. Mais malheureusement, 80% des moyens utilisés pour lutter contre ce fléau résident dans les pays à grande revenu, dans les pays développés, justement, si vous m'excusez. Donc c'est ça la grande difficulté. Et l'autre particularité de ce mal, c'est pas que l'épidémie est galopante, c'est les complications liées au diabète. Les complications d'abord aiguës qui engagent le pronostic vital tout de suite du patient et les complications dégénératives liées au diabète que les gens connaissent en termes de problèmes cardiovasculaires et en termes de problèmes de pieds diabétiques qui est à la cause de la majorité des amputations dans le monde entier. Mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est le diabète là? Le diabète, il s'est défini d'abord comme une hyperglycémie chronique. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une hyperglycémie chronique? C'est un taux de glycémie supérieur à 1,26 après 8 heures de jeûne et après 2 reprises. Donc 2 fois après 2 prises. Ce n'est pas forcément dans la même journée. C'est un sujet chez qui on retrouve une glycémie supérieure ou égale à 2,26 grammes par litre après 8 heures de jeûne et 2 fois. Ça, c'est la première définition, ce qui est communément enseigné dans nos écoles. Et il y a le sujet dépisté à tout hasard en cours de journée, chez qui le taux de glucose serait supérieur à 2 grammes, supérieur ou égal à 2 grammes à tout moment de la journée, accompagné de symptômes de diabète, c'est-à-dire la polyurie, polydipsie et l'amaigrissement. La polyurie, c'est le fait d'uriner beaucoup. La polydipsie, c'est le fait de boire beaucoup. Donc c'est ces sujets-là que vous verrez. Ils boivent beaucoup, ils urinent beaucoup, ils maigrissent.
quelque part, si vous les réveillez, ils peuvent avoir des glycémies qui semblent normales, mais quand vous les prenez en cours de journée, vous pouvez avoir des glycémies supérieures ou égales à 2 grammes. Ces sujets-là sont des sujets diabétiques. La troisième définition encore retenue par l'OMS, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. C'est quand on donne 75 grammes de glucose à un sujet et que 2 heures après, sa glycémie soit supérieure à 2 grammes. C'est ce qui est généralement utilisé chez les femmes enceintes. La majorité de nos dames savent ce que c'est. Parce que ça fait le cas de la femme enceinte est assez particulier. Voilà. Mais docteur Fofana, comment savoir qu'on a le diabète? Bonne question, parce que c'est difficile. C'est difficile, d'autant plus qu'on n'a pas le même diabète. Il y a 2 types de diabète pour le commun de la population civile, mais dans le domaine médical, on classe en 4 grands groupes. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais on classe le diabète en diabète de type 1, qui est communément appelé celui des sujets jeunes, dont le pic se fait aux environs de 12 ans, qui est un diabète strictement insulinodépendant. Mais pour caricaturer, on explique à la population, pas d'insuline, pas de vie pour ces sujets-là. Et c'est très difficile dans nos contrées parce que l'insuline n'est pas souvent à la portée des gens. Et le fait de l'administrer non plus. Et on n'a pas toutes les formes d'insuline malheureusement en Afrique. Même si on les a, c'est des coûts assez faramineux. Et ce n'est pas à la portée de la bourse moyenne. Et le diabète de type 2, qui est communément appelé, qui était appelé en son temps diabète gras, qui n'est plus forcément un diabète gras, qui sévit à l'âge adulte. Mais actuellement, il y a des exceptions à cause de l'obésité, en fait, du changement de mode de vie actuel que l'on observe dans le monde entier. Donc, on a ce diabète de type 2, et caricaturalement, c'est un diabète qui sévit à partir de la quarantaine. Mais on peut il peut être découvert un peu plus tôt. Les Américains en savent bien quelque chose à cause de l'obésité et de la sédentarité. Donc, maintenant, rappelez-moi la question. Comment savoir qu'on est diabétique? Chez un diabétique de type 1, c'est tout de suite. Et il vous dira même le jour où son diabète a été découvert. Parce que c'est un sujet qui ne vivra pas sans insuline. Comme je vous ai dit, il y a des formes assez particulières qui relèvent de la spécialité de diabéto. Mais le diabète de type 1, c'est ce diabète très bruyant, à l'âge jeune, un sujet qui va maigrir, qui va beaucoup uriner, et qui un beau jour on retrouve aux urgences après avoir fait une infection ou une déshydratation quelconque, on va le retrouver dans un coma diabétique. Et c'est des sujets qui ne vivent pas sans insuline malheureusement. Donc ça c'est un diabète qui est très très bruyant. Par contre, le diabète de type 2, qu'on appelle le diabète de l'adulte, est un diabète silencieux, malheureusement. Malheureusement pour nous, c'est un diabète qui est assez silencieux. Et c'est le plus grave. Et c'est le plus grave, et c'est lui qui fait l'épidémiologie même du diabète. C'est le plus courant. Le type 1 que je viens de citer, c'est 10 à 15% de l'ensemble des diabètes. Et le type 2 fait la majorité. Et malheureusement, les gens sont découverts dans 50% des cas, soit au cours d'une complication ou avec une complication. Mais là ça devient très, très, très compliqué. Mais à quoi doit-on s'attendre si l'on contacte, par exemple, ces types de diabète? Ces types de diabète de type 2. Voilà, 1 et 2. À quoi doit-on s'attendre, par exemple? C'est un changement notoire de mode de vie, un traitement à vie. Si je peux les caricaturer de la sorte. Donc, changement continu de mode de vie, beaucoup plus difficile dans le cadre du diabète de type 2, où il faut vraiment amoindrir et équilibrer la ration alimentaire et se mouvoir. C'est la manière la plus simple d'expliquer aux patients. Se mouvoir, c'est-à-dire lutter contre la sédentarité. C'est un exercice physique régulier d'au moins 1 heure. Donc l'équivalent d'1 heure de marche par jour comme changement de mode de vie. Et l'alimentation. L'alimentation et cet exercice physique sont les pierres angulaires de la prise en charge de ce diabète et de tous les diabètes d'ailleurs. Donc cette alimentation, elle est faite c'est une alimentation sans sucre rapide. Dans un premier temps, sans sucre rapide, c'est-à-dire tous ces sucres-là que l'on met sur nos aliments, qu'on ajoute à nos aliments du moins. Sinon, on ne peut pas faire une alimentation sans sucre en tant que tel. Alors finalement, comment soigne-t-on le diabète? Faut-il vraiment arrêter de consommer le sucre? Seulement? Non, madame. Il ne s'agit pas d'arrêter de consommer le sucre seulement, mais ça commence là.
on arrête de consommer les sucres rapides, c'est-à-dire tous ces sucres que nous mettons dans nos thés, cafés et autres, ces sucres qu'on a dans les pâtisseries et confiseries, et les sodas, ce que les gens oublient, ces sodas sucrés. Voilà, ces sodas sucrés qui sont à bannir, qui sont à bannir de l'alimentation chez un diabétique, même si on sait que les gens trichent un peu en en consommant. Ah oui. Voilà. Mais docteur, quand intervient l'apport médicamenteux? L'apport médicamenteux, il faut signaler que ça a changé. Ça a changé sur le type 1, comme je vous l'ai dit, c'est l'insuline. Il n'y a pas d'aller-retour. C'est l'insuline tout de suite et pour toujours. Tout de suite et pour toujours. Et avec un équilibre, parce qu'au finish, les deux vont tous entraîner le même problème, c'est-à-dire ces complications dégénératives. Le type 2, nos anciens, c'était le régime. Le régime était préconisé. Il était demandé de mettre les patients sous régime au moins pendant 6 mois. Cela est révolu depuis le congrès de 2008, où il a été recommandé de mettre les malades sous une famille de médicaments par voie orale, quand il n'y a pas de contre-indication évidemment. Donc c'est un diabète, tous ces diabétiques doivent être systématiquement pris en charge. Donc une prise en charge médicamenteuse, prise en charge en termes de comportement de tous les jours. Donc pour répondre brièvement à la question, la prise en charge c'est tout de suite. Tout de suite parce que c'est une maladie qui se complique. Elle se complique et c'est ces complications qui en font la gravité. Voilà pourquoi il faut la prendre en charge tout de suite et de façon active, mais c'est assez coordonné et chaque diabétique est pris en charge en fonction de son contexte. Alors, où en est la recherche scientifique? Bon, large question. Large question. La recherche scientifique, elle a, en termes d'apport de médication, elle avait stagné. Elle a stagné, mais depuis 5 ans, ça a assez évolué. Il y a beaucoup de nouvelles thérapeutiques. Mais des médicaments comme la metformine, la majorité des diabétiques savent ce que c'est. C'est la DCI d'un des plus vieux médicaments dans le diabète, qui revient en première ligne chez les sujets de type 2, sans complications notoires, et quand il n'y a pas de complications, et quand il n'y a pas de contre-indication, excusez-moi. Donc, mais il y a une grande avancée en termes de causes et de types de diabète. C'est pourquoi je vous ai dit, caricaturalement, pour le commun de la population, on parle de diabète de type 1 et de type 2, mais il y a des sous-groupes, par exemple, dans les différents types, et là, il y a eu de grandes avancées. Mais en termes de médication, on est resté pratiquement avec les mêmes molécules pendant près de 30 à 40 ans. C'est dernièrement que ça a changé, et il y a de bonnes perspectives avec ces nouvelles molécules-là. Mais en Europe, on greffe le pancréas, le foie. Est-ce qu'on peut espérer ça en Afrique? Bon, ça c'est des questions politiques. Questions politiques. On a des chirurgiens qui en ont la capacité. Parce que la majorité de nos médecins, après la spécialisation, font l'approfondissement en Europe. Donc, ils en ont la capacité, mais le plateau technique ne s'y prête pas souvent. C'est là où se trouve la grande difficulté. Donc là, c'est des décisions politiques pour améliorer le plateau technique dans nos différents pays pauvres. D'accord. Nous savons, Jeannette, qu'il n'y a pas de petit diabète, mais de diabète plus grave. Que faire alors pour des complications du diabète? Pour les complications, c'est être assuré. D'abord, être assuré en termes thérapeutiques, en termes de comportement de tous les jours. C'est comme le diabétique, moi, si j'ai un message à passer, c'est que quand on est découvert diabétique, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame surtout de type 2. Ce n'est pas un drame d'autant plus que ça permet à la personne de savoir se comporter. C'est comme lutter contre quelque chose dont on ignore l'existence. Si vous pouvez rester diabétique pendant 5 ans, de type 2, sans pour autant le savoir. Et ça a le temps d'entraîner déjà les complications avant la découverte. Voilà pourquoi il faut une prise en charge, en fait je dis l'assiduité. Donc il faut être assidu à la prise en charge donc, en termes d'apport médicamenteux, en termes de régime alimentaire, en termes d'exercice physique et en termes de suivi médical. Il y a le suivi médical qui est bien codifié et ces complications-là, on les cherche, on les traque dès le début. Dès la découverte du diabète de type 2, vous verrez que le médecin va poser une panoplie d'examens. Il va prescrire une panoplie d'examens. C'est d'abord pour chercher une cause, comme la majorité des maladies chroniques, chercher une cause de l'affection et chercher les complications éventuelles qui existent déjà
à la période de découverte. Et ça nous permet de savoir aller de l'avant avec son diabétique parce que c'est là où on prend la décision thérapeutique. Il y a certaines complications avec lesquelles les données changent. Quand le diabétique est sans complications, c'est toute une autre prise en charge. Comme je vous l'ai dit, la prise en charge, elle est dynamique et elle est fonction du type de diabétique, pas de diabète, mais de la personne. Et c'est ça les dernières recommandations 2013 des deux grandes sociétés mondiales de diabétologie, c'est-à-dire européennes et américaines, que tout le monde essaie de suivre, c'est d'adapter au cas par cas, sans pour autant perdre de vue. Donc c'est bien codifié. Et pour ce suivi, on a un test assez simple qui existe actuellement en Europe, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Et moi, pour expliquer aux patients, je leur dis, c'est l'hémoglobine sucrée. L'hémoglobine, c'est cette partie protéique que le globule rouge a. C'est la protéine qui existe sur le globule rouge, qui porte aussi l'oxygène. Mais cette hémoglobine glyquée nous permet de savoir si nos patients diabétiques ils sont bien équilibrés ou pas. Et c'est à partir de certains taux qu'on pose la problématique de complications. Parce que tout sujet ayant une hémoglobine glyquée au-delà de 6,5% et de façon continue court déjà le risque d'avoir une complication dégénérative de son diabète. Donc les objectifs sont fixés en termes d'hémoglobine glyquée, pas en termes de glycémie de tous les jours. Le diabétique, c'est d'avoir une glycémie de tous les jours meilleure. Et c'est cette hémoglobine glyquée-là qui nous permet de la savoir. On peut bien prendre sa glycémie tous les matins et la trouver normale, mais quand vous faites l'hémoglobine glyquée, elle revient anormale. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir le diabète? La prévention, c'est d'abord de savoir qu'on est de famille diabétique, de savoir qu'on est devenu obèse ou qu'on est en train de devenir obèse. Donc c'est de lutter contre les facteurs favorisants, les facteurs de risque. Donc ça, c'est le moyen de prévention. Chez le type 1, je n'en connais pas à l'état actuel des connaissances parce que chez le type 1, il y a une dégradation du pancréas. Et les cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline se retrouvent complètement détruites. Voilà pourquoi ils sont en carence absolue en insuline. Est-ce qu'il est dit par là que donc le diabète est héréditaire? Le diabète héréditaire, surtout chez le type 2. Le type 1, c'est peut-être 14 à 15%. On parle d'hérédité, c'est assez rare, mais on a des familles où il y a plein de sujets diabétiques de type 1. Mais l'hérédité, c'est surtout chez les diabétiques de type 2. Mais à l'état actuel des choses, avec toute cette sédentarité, l'obésité endémique qui sévit dans le monde entier, on se rend compte que, facteur de risque familial ou pas, les gens deviennent diabétiques parce qu'on a changé de mode de vie de façon mondiale. Parce que là, on voit par exemple une mère qui accouche d'un enfant. On dit en général, les mamans qui accouchent d'enfants obèses, de plus de 4 kilos, ce sont des mamans diabétiques ou bien l'enfant va avoir le diabète après. Comment expliquez-vous cela? C'est déjà des signes d'intolérance au glucose. L'intolérance au glucose, c'est ça que les médecins expliquent aux patients comme situation de prédiabète. Prédiabète, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas métaboliser correctement votre glucose. Donc, l'enfant qui naît obèse, mais on ne dit pas obèse en ce moment, on parle de macrosomie fétale, c'est-à-dire le gros poids de naissance supérieur à 3 à 4 kg, court énormément le risque de devenir diabétique à l'âge adulte. La mère aussi de cet enfant. Donc, à telle enseigne qu'on les cite comme facteur de risque de diabète. Une maman qui a eu des enfants de gros poids à la naissance est étiquetée comme une femme à risque diabétique. Et cet enfant aussi. Donc, c'est les signes d'intolérance au glucose. Parce que ce que je n'avais pas expliqué en définissant le diabète, en citant les deux types, autant le type 1, on a une carence absolue en insuline chez les diabétiques de type 1, chez le type 2, on a une carence relative, mais avec un amoindrissement de l'effet de l'insuline sur le glucose en périphérie, soit sous l'effet de la graisse, soit sous l'effet de l'âge, c'est-à-dire le vieillissement. Le vieillissement aussi est un autre facteur de risque. Donc c'est ça la grande difficulté chez les diabétiques, en fait chez les personnes obèses. Donc les diabétiques de type 2 a cette particularité-là. C'est comme si vous avez une vieille charrette qui n'a pas assez d'énergie et que vous la chargez, vous lui demandez de monter la colline. Ça devient difficile. Ça devient difficile, vraiment. Docteur Fofana, est-ce qu'un diabétique peut prendre un sérum glycosé en perfusion? A priori, oui.
voilà une équivoque qu'il faut lever pour que la société, je ne critique pas nos sociétés, mais pour que les médecins ne soient pas parfois indexés comme étant à l'origine du décès des patients. Un sérum glucosé, ça dépend de quel type de glucosé. Ça dépend de la cause de l'admission du patient. C'est pas ce que les gens disent, docteur. En formation de PALU, on instruit aux gens qu'il faut mettre les Kinimax dans les sérums glucosés à 10% sur le sujet non diabétique. Mais sur le sujet diabétique, ce Kinimax, il est mis dans les sérums glucosés à 5%. Sur le sujet diabétique, je le répète, 5% ou dans les sérums salés, en fonction du tableau clinique. Et là, c'est à la jugeote du médecin. Mais un sérum glucosé en soi, 5% que les gens utilisent bien dans nos services d'urgence ou dans les services d'accueil, ça n'apporte que 25 grammes de glucose. C'est infime par rapport à l'apport journalier chez n'importe qui. Et même chez un diabétique. Donc ça ne peut pas déclencher un coma diabétique. Il faut que cette équivoque soit levée. Et à chaque fois qu'on a à chaque fois on est en face des médias, on est content que cette question soit posée. Parce que les médecins sont incriminés. Le sujet, il arrive pour un problème X. Quand tu ne sais pas ce qu'il a, tu essaies de mettre une soluté en attendant de tirer les choses au clair, avoir une voie veineuse et tout ça. On dit que c'est le médecin qui a tué le malade parce qu'il est diabétique, on lui a mis un sérum glucosé. Il a mis peut-être 10 grammes de sucre. La précision était utile. Dans des centres de diabétologie, on leur donne un calendrier d'alimentation. Donc, vous suivant ce calendrier, de vous référer à ce que vous devez manger tous les jours. Oui. Et même quand on veut prévenir, c'est presque la même chose. Vous n'allez pas peut-être prendre votre thé tous les jours sans sucre, si vous ne l'êtes pas, mais c'est d'apporter moins de sucre. Donc moi, je peux caricaturer. En faisant simple ce calendrier, le plus souvent, de plus en plus, les gens ne donnent plus le papier de régime pour ne pas faire ingénierie médicale. Mais si le patient vous pose la question, « Docteur, je prends du sucre », vous dites non. « Docteur, je prends des fritures », vous dites « pendant les fêtes ». Docteur, je prends les sodas, vous dites non. Docteur, est-ce que je prends les fruits, vous dites modérément. Docteur, est-ce que je prends des noisettes, vous dites modérément. Docteur, est-ce que je prends des légumes, vous dites c'est à volonté. Est-ce que je peux prendre mon riz, c'est modérément, mais c'est la base de l'alimentation chez nous, dans le Sahel. Donc, il n'y a pas de différence entre les riz. Ça, c'est une ancienne conception qui sévit encore. Et on a même entendu certains médecins diabétologues américains qui étaient là, qui ont rapporté ça à certains de nos malades aux États-Unis. Ils parlent de riz étuvé ou de fonio. C'est pas vrai. Tous les riz peuvent être consommés par le diabétique. Les diabétiques, son souci, c'est de ne pas en apporter en grande quantité. C'est d'apporter une quantité moindre. Et encore moins, ceux qui disent aux diabétiques, vous ne prenez pas de riz. C'est pas possible. Sauf s'il a un problème avec le riz. Ou bien le céréales. Donc les céréales restent la base de l'alimentation. C'est d'apporter une quantité modérée, ne pas dépasser les besoins. Donc il ne faut pas se gaver. Voilà ce qu'on leur dit. Ne vous gavez pas. Vous pouvez prendre votre riz, mais ne vous gavez pas, madame. Ne vous gavez pas, monsieur. Prenez-le, vous n'avez pas besoin qu'il soit étuvé ou pas. En tout cas, tout était clair, hein, Jeannette. Vraiment, merci bien, docteur Fofana. On espère quand même le revoir sur notre plateau pour nous fournir d'autres informations sur d'autres maladies, peut-être. D'accord. Merci bien, merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vous en prie. D'un mot de beauté, aujourd'hui, Natou nous parle du piercing. Cette pratique vieille comme le monde est devenue l'apanage de nombreux jeunes filles et garçons du monde entier. Alors, Natou, bonjour d'abord. Bonjour, Hassan. Comment tu vas? Très bien. Tu nous as beaucoup manqué, on t'écoute. Oh, je sais. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le perçage, ou pour faire british, le piercing consiste à faire un trou dans la peau pour y introduire un bijou. Le mot est issu de l'anglais, bien sûr, to pierce, qui signifie percer, et l'équivalent exact en anglais est body piercing, qui signifie perçage du corps. D'Abraham au Mursi, une tribu d'Éthiopie en passant par l'Égypte ancienne ou la Grèce antique, le piercing a fait partie de la marque de stratification de la société à un signe d'appartenance à une tribu, un clan ou un groupe ethnique. Ainsi, vous avez les Maasai du Kenya, les Nateni du Bénin, les Aztèques et les Mayas de l'Amérique du Sud, les Adivasis de l'Inde, pour ne mentionner que cela.
continuent selon leur coutume à pratiquer le piercing. Dans les années 80, les communautés gays, punk ou hippies ont adopté la perforation des oreilles comme signe distinctif. Alors nous, on a envie de savoir que représente d'abord le piercing et aussi ses différents types. Alors, aujourd'hui, le piercing est devenu un véritable phénomène de mode et s'est progressivement répandu dans le monde et porté par tout le monde. Il correspond à une volonté esthétique ou une façon de se démarquer socialement. Ainsi, le piercing peut être arboré pour l'amélioration de l'apparence, exactement pour une volonté de se distinguer de l'ensemble de la population ou à un groupe particulier, à s'associer à un groupe particulier, pardon. Ils sont portés ou implantés à l'oreille, à la langue, à l'arcade sourcilière, aux narines, à la bouche et même au sein et beaucoup d'autres parties du corps. À première vue, c'est ce que nous subissons, nous les filles, dès la naissance, quand maman veut nous percer les oreilles. Mais dans le cas du piercing, tout y passe. Car on a par exemple le labré qui est généralement utilisé pour les lèvres. Nous avons le barbel qui est utilisé pour l'arcade sourcilière et également les lèvres. La banane qui est le bijou le plus utilisé pour les piercings au nombril. Il existe aussi le fer à cheval, généralement porté à l'oreille, à la lèvre, mais aussi à l'arcade sourcilière dans une taille réduite. Le tunnel, il est plus porté uniquement au lobe des oreilles dans les pays occidentaux et dans une moindre mesure à la lèvre inférieure selon certaines pratiques tribales. Et le stud qui est porté aux narines. Quelles sont donc les motivations profondes et les dangers du piercing, Matou? C'est une question à poser. Moi, j'aimerais bien savoir parce que ça m'étonne. N'est-ce pas? Oui. On va le savoir avec Matou. Alors, des études ont prouvé aujourd'hui que le piercing touche en général des personnes en souffrance morale très sévère. La blessure témoigne des degrés de douleur supportés. Et c'est aussi un moyen pour les enfants de se rebeller contre les parents, contre les bonnes mœurs, en donnant un aspect beaucoup trop visible de ces piercings-là. Ainsi, de par son succès, le piercing est devenu un problème de santé publique, car il n'est pas toujours effectué dans les conditions d'hygiène, dans les bonnes conditions d'hygiène. Vous avez les professionnels qui sont enregistrés et bien installés, et il y a aussi les apprentis sorciers qui juste pour quelques sous le font comme ça sans savoir réellement le faire. Et c'est en cela que réside le danger, ou seulement l'un des dangers. Lorsqu'il est correctement exécuté, ces risques sont réduits au minimum. La plupart des individus qui reçoivent un piercing des professionnels et qui en prennent soin n'ont aucun problème. Mais quand il est mal fait, il peut entraîner des réactions allergiques aux ingrédients, aux produits utilisés dans la proximité de la perforation. Et des réactions allergiques au métal également, des infections bactériennes, des infections parasitaires et protozoaires au contact des lacs, des cours d'eau, des fleuves, des traumatismes également liés à la perforation, des infections, parce qu'il y en a qui ne supportent pas les perforations. Il y a les infections virales, en particulier l'hépatite B, l'hépatite C ou encore même le VIH-Sida. Les piercings autour ou dans la bouche sont nocifs également à long terme pour les dents, du fait des irritations de la gencive. En définitive, on retiendra que le piercing, même s'il ne vient pas des sociétés modernes, est utilisé aujourd'hui par toutes les couches de la société qui mêlent son utilisation à un moyen de communiquer. En tout cas, c'est bien d'en parler, puisque les dangers sont ignorés. Oui, mais comme elle a dit tout de suite, ça ne vient pas seulement des sociétés modernes, parce que les piercings viennent de l'ancien temps, c'est pas maintenant. Moi, j'ai appris des histoires de nos arrière-grands-pères, les rois perçaient l'oreille de leurs esclaves pour les identifier aux nobles. Donc, quand on voit une personne qui a l'oreille percée, on dit directement c'est l'esclave du roi, mais c'est un esclave. Mais maintenant, les choses ont changé. On perce partout sur notre corps. Et c'est dommage. Moi, je ne me verrai pas avec des piercings un peu partout, mais plus juste deux petites boucles. T'imagines celles qui se percent les tétons?
Parce que même les hommes aussi, les hommes le font. Bien sûr. C'est douloureux, c'est limite moche, je dirais. À la rigueur, le bout du nez seulement même. Voilà, parce qu'on voit là, en Inde aussi, c'est la culture, et puis c'est tellement joli. Les femmes le font, mais un peu partout, vraiment. Ouais. En tout cas, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le goût ne se discute pas. C'était au mot des beautés de Natou. Allons la télé. Le reportage du jour est consacré à la guerre que la Côte d'Ivoire a lancée contre les fabricants d'eau en sachet. Améliorer la qualité de la production d'eau en sachet. Contrôler le prix de revente de l'eau en sachet sur toute l'étendue du territoire fixé à 600 francs CFA. Assainir la profession de la production d'eau potable en veillant à ce que tous les opérateurs du secteur possèdent leur agrément. Participer pleinement à la lutte contre l'insalubrité, telles sont les décisions arrêtées par le conseil d'administration du syndicat national des producteurs d'eau agréée de Côte d'Ivoire, qui a tenu son assemblée constitutive cette semaine à Abidjan. Tous ceux qui produisent l'eau dans les cours communes sans autorisation seront traqués. Et c'est pour ça que nous appelons nos tutelles à soutenir cette brigade, nous soutenons à travers cette brigade qui va aider la brigade de salubrité qui est en place actuellement, qui sillonne la ville d'Abidjan. Et nous allons faire des tournées de façon concomitante, de manière à ce que nous extirpons de notre milieu tous ceux qui n'ont pas l'autorisation d'y être. Avec la libéralisation du secteur de la production et du conditionnement de l'eau potable en sachet, en gobelet et en bonbonne, la Côte d'Ivoire compte à ce jour une centaine d'entreprises agréées par le ministère de l'Intérieur. Ce secteur génère plus de 50 milliards de francs CFA et est pourvoyeur de milliers d'emplois. Conscient de cette réalité, le syndicat national des producteurs d'eau en sachet entend jouer pleinement son rôle dans la relance économique et la sécurité alimentaire en incitant les opérateurs à renforcer leurs conditions de production. D'où viennent ces sachets d'eau? Ces fabricants respectent-ils ces exigences? C'est la question que nous nous posons chaque jour. Jeannette, oui, quelles sont tes impressions? Bien sûr, je ne sais pas quoi dire, mais quand même, on en voit, mais pourtant on boit. Ce sont des eaux qui ne sont pas du tout recommandées. Bon, je ne peux pas te recommander, elles n'ont pas été testées par des laboratoires, parce que je pense que quand... Pas de scientifiques aussi, parce que je pense que quand on doit mettre en vente de l'eau, il faut que ça soit de bonne qualité d'abord. Mais malheureusement, on voit dans chaque coin de rue maintenant, dans les grandes villes africaines, des sachets d'eau. On ne sait pas où est-ce qu'on les a puisés, comment c'est fait, avec qui, par qui c'est fait. Donc ça laisse à désirer. Des maisons à côté de chez moi, par exemple, dans une ville, à côté de moi, il y a une usine d'eau, une maison qu'on a transformée en usine de fabrication d'eau. Donc c'est vraiment dommage. Il faut vraiment prendre des sanctions. Je ne sais pas des sanctions, mais quand même prendre des mesures pour ces gens pour freiner. Voilà, pour freiner ça. Voilà. Parce qu'il y a des spécialistes pour ça. C'est vraiment un fléau. Et Natou? Alors moi je dirais que les consommateurs aujourd'hui ont été conditionnés à ces sachets d'eau-là. Pourquoi? Je pense que ces sachets d'eau-là ont eu du succès dès le moment où ils ont fait la différence entre ces sachets d'eau-là et les sachets d'eau faits manuellement. Voilà, les gens ont eu plus confiance à ces sachets d'eau-là, d'autant plus que c'est plus cher que les sachets d'eau faits manuellement. On les rencontre aux quatre coins de rue, au feu tricolore, un peu partout. On ne sait pas quel nom qui sont dessus. Voilà. Et ils trompent la confiance aussi des consommateurs. Pourquoi? Parce qu'ils mettent eau minérale. Alors que ce n'est pas de l'eau minérale en réalité. D'autres le font à la maison, dès qu'ils ont les moyens de s'acheter la machine, ils le font à la maison. D'autres utilisent même pour ne pas gaspiller de l'eau, d'autres utilisent l'eau du puits. Bien sûr, oui. Et tout ça, c'est tromper la confiance des consommateurs. Et comme ils ont dit, les brigades de salubrité doivent les traquer partout dans les rues, dans les circulations, pour qu'ils arrêtent de vendre ces produits-là aux gens. Voilà. Comme quoi aussi, le prix n'est pas toujours de la bonne qualité. Exactement. Nous avons l'eau traditionnelle qui était de 10 francs et maintenant on est passé de ça au sachet. Et pourtant, c'est pas toujours vérifié. Donc, nous vous proposons de faire attention désormais. Et ne zappez surtout pas. Le programme continue. Merci. Au revoir. Allons la télé.
Allons la télé. Allons la télé.